Les passeurs d'âme. Ces êtres ancestraux à qui l'on colle une étiquette souvent réductrice. Ces messagers entre deux mondes faisant office d'intermédiaires. Ces esprits dotés d'une vision plus ouverte au subtil. Ces protagonistes souvent dépeints comme étant limités à la communication avec les défunts. Valérie Jesper vient agrandir notre perception de ce phénomène en y ajoutant plusieurs grilles de lecture. Hypersensibilité, perception décuplée, ressenti intuitif, tant d'éléments que nous oublions trop souvent lorsque nous parlons d'eux. Et pourtant, il se pourrait que finalement, nous soyons tous plus ou moins ouverts à ces capacités. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une entrevue pas comme les autres, sur Âme Dessine, le portail des rendez-vous quantiques et holistiques. Elle est une référence lorsqu'on parle de passeurs d'âme et de conscience. C'est bien là le cœur de l'entrevue que nous vous proposons aujourd'hui, à l'origine de nombreuses formations telles que la formation Intuition Conscience Intégrale, qui permet de travailler en profondeur sur son soi-même pendant 9 mois, d'apprendre de nombreux outils pour développer sa conscience, sa façon autonome de développer également ses capacités subtiles. Elle offre également des immersions pour se libérer intérieurement et ouvrir pleinement les portes de son véritable être, ainsi que des week-ends ressources pour se recentrer sur son essentiel à travers de nombreuses pratiques. Elle est par ailleurs auteure de livres et d'oracles tels que l'oracle des portes de la conscience. Valérie Jesper, bonjour, merci pour ta présence. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Elle est la copilote d'une fusée en orbite que vous connaissez sous le nom d'Âme Dessine. Elle propose des lectures d'âme et accompagne ses prochains en prodiguant des soins quantiques à distance. Vous la connaissez désormais, donc inutile de digresser davantage. Tamara, bonjour. Salut Rudy, bonjour Valérie. Bonjour. Je vous le donne en off quand même, c'est beaucoup de pétillance, la préparation de cet entretien, énormément de joie. J'étais dans une impatience presque à compter les dodos avant cette interview. Merci Valérie. Merci, vraiment, je suis touchée. Alors Valérie, la thématique de cette émission, de ce podcast est tout ce qu'il y a de plus significatif pour nous. Fin 2022, à travers Âme Dessine, on a lancé un pari fou, celui de mettre en avant au même titre que des praticiens conventionnels, des praticiens dits alternatifs, prodiguant des soins holistiques, mais aussi et également et surtout des soins quantiques. Parmi ceux-ci, il existe ce qu'on appelle des passeurs d'âme, des médiums, des intermédiaires qui sont voués, destinés principalement à faciliter le passage des défunts vers l'au-delà. Certains diront en priorité vers la lumière. Ces accompagnants ont toujours existé à travers l'histoire, leur réputation a souvent été mise en cause, notamment de nos jours. Alors, art divinatoire, escroquerie, sorcellerie, occultisme, de nombreux adjectifs péjoratifs qui viennent entacher ce don, cette faculté innée, trop souvent endormie et ô combien importante de nos jours quand on sait, sans douter, ne serait-ce qu'une seconde, que le monde de l'après-vie est bel et bien une réalité. Alors Valérie, ma première question est simple. Les passeurs d'âme sont-ils vus autrement et sollicités davantage de nos jours ? Alors ça, c'est une vraie question en fait. Je peux y répondre à 2 niveaux. La première, c'est que peut-être on commence à poser des mots. Sur ce type de personnes, en tout cas, comme on a un mental grandissant, on aime bien tout étiqueter, donc mettre les gens dans des cases ou en tout cas les mettre dans des spécificités. Et effectivement, les personnes qui accompagnent les différents passages ont existé depuis tous les temps. Et c'est vrai que comme il y a un engouement, je le mets entre guillemets, un engouement aussi pour le monde invisible et de comprendre, de voir ce qui se passe de l'autre côté, et la mort n'est qu'un passage, j'allais dire, dans la vie et vice versa. Il y a des portes qui s'ouvrent. On est beaucoup plus apte à commencer à parler véritablement de ces sujets. On a beaucoup aussi de retours d'expérience. Donc, c'est aussi le sujet des passeurs d'âme. Le sujet connexe, c'est aussi tout ce qui va concerner la mort imminente, toutes ces expériences-là. Pour ma part, j'ai une vision du passeur qui va un petit peu au-delà. On en reparlera certainement après. Bien sûr, oui. Mais quoi qu'il en soit, disons qu'on en parle de plus en plus parce que justement, on est tous en train de vivre un gros passage. Comme j'aime bien le dire, un pas qui est sage. On est en train de d'éter un peu nos connaissances pour passer d'une connaissance intellectuelle à une connaissance qui est beaucoup plus vaste. Est-ce que tu dirais que ça s'est démocratisé, que ça a été dédiabolisé un petit peu avec le temps ? Je sais pas si... pour ma part, j'ai pas cette expérience-là comme quoi ça a pu être diabolisé parce que, quelque part, j'allais dire dans l'intimité, finalement, face à ce passage de la mort,
quand il y a des proches, etc. Les personnes sont généralement assez ouvertes. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent dans les services de soins palliatifs et ils sont pas du tout dans des choses sectaires ou dogmatiques. Ils respectent complètement aussi les volontés. Mais quoi qu'il en soit, enfin voilà, on accueille toujours la possibilité de permettre à celui qui s'en va de le faire le plus paisiblement possible, avec le plus de paix et de sérénité possible. Donc, je suis pas sûre que c'est diabolisé. Après, on peut y mettre, voilà, ça dépend ce qu'on y met derrière, et ça dépend aussi de l'ouverture et de la connaissance des gens, parce que quel que soit le contexte, dès qu'on met où on pourrait mettre un rituel, quel qu'il soit, ça peut être regardé, voilà, avec une peur de quelque chose. Oui, je faisais référence notamment au mouvement théosophique qui avait mis ça en avant à l'époque. Bon, oui. Elena Blavatsky, etc. Donc tous ces mouvements qui sont considérés comme étant dans un domaine occultiste. Bon, effectivement, si on remonte à la chasse aux sorcières à l'époque de l'Inquisition, ça devait être un peu identique. Oui, et puis je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette appellation elle-même, elle grandit. C'est vrai qu'on l'a beaucoup enfermée dans la case passeur d'âme, je dirais presque Ghostbusters. Tu vois, le côté, pas tant l'accompagnement de fin de vie, mais aussi, le côté Ghostbusters. Et là, tu nous ouvres tout un champ bien plus ouvert sur cette définition, sur ce rôle, sur cette fréquence, cette vibration qu'est le passeur. Je pense que ça aide beaucoup, du coup, à faire évoluer cette vision qui a pu être enfermée dans un métier qui, finalement, ne s'arrête pas à du Ghostbusters ou à de l'accompagnement de fin de vie. Donc, c'est ce qu'on va dérouler aussi aujourd'hui. Oui, on va en parler, justement. Toutes les questions sont un petit peu ficelées en ce sens. Oui. Alors, le bas astral, cette dimension, ce plan de l'existence qui est considéré comme étant inférieur à l'échelle vibratoire ou énergétique, cet espace souvent associé à des énergies plus denses, négatives, perturbatrices, décrit comme un lieu ou un état où résident des entités désincarnées, des pensées formes négatives, des énergies résiduelles basses. Cet entre-deux souvent contrasté avec les plans astro-supérieurs associés à des vibrations plus élevées. Cet espace est souvent décrit comme étant un lieu de purification ou de transition pour les âmes après la mort avant qu'elles ne puissent accéder à des plans supérieurs. Un univers assimilé pour beaucoup à un lieu de tentation, d'illusion ou de confusion pour ceux qui s'aventurent dans les voyages astraux sans préparation ou protection adéquate. On avait pu le voir avec Serge Boutboul notamment et Mark O'Byrne. Est-ce ici l'endroit, la provenance, le point de départ auquel le passeur d'âme doit se connecter afin d'aider une âme désincarnée? Alors, est-ce que je comprends bien la question? C'est juste pour bien m'en assurer. Ça serait que le passeur ouvre, on va dire, une porte ou un espace pour faire traverser ce bas astral. Oui, est-ce que c'est pas la gare de provenance dans laquelle on l'attend tout le temps quand on fait appel à lui? Et je suis désolée, je vais dire oui et non. Parce que tout dépend, en fait, voilà, le passeur en lui-même, en fait, moi j'appelle ça un champ d'harmonie. C'est-à-dire qu'il peut se brancher sur multiples fréquences. Et sa capacité à lui, c'est aussi d'être au-delà de l'espace-temps d'une certaine façon pour pouvoir ouvrir les champs là où c'est nécessaire. Donc dans l'accompagnement, effectivement, il va y avoir un passage du bas astral au astral, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, en fait. Alors si on n'est que sur ce sujet-là, du passage de vie à trépas, oui. Voilà. Oui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est finalement pas aussi simpliste que ça. C'est-à-dire que ça va pas être juste à travers une prière, etc., d'ouvrir un espace et de le faire aller dans la lumière. C'est d'abord aussi une bonne compréhension, une bonne capacité à ouvrir les champs énergétiques. Ça, c'est une première chose. Et de comprendre aussi ce qui se joue pour la personne. Parce que, comme on le sait, on est composé de multiples corps. On a des corps subtils. Et quand il y a la mort, en fait, chaque corps va se déliter au fur et à mesure et retourner dans le plan vibratoire qui lui correspond, c'est-à-dire toutes les émotions, etc., dans le plan émotionnel et vital. Voilà, et c'est les différentes étapes. Il y a un temps de latence pour ça, donc ça, on le sait à travers tous les écrits initiatiques. Quelles que soient les traditions, on en revient toujours à la même idée. Il y a un certain temps, alors je vais dire linéaire en ce qui nous concerne, parce que nous, on a cette perception-là, qui va être plus ou moins long, c'est-à-dire le temps que l'âme en elle-même puisse faire ses régulations et que les corps puissent se déliter, que les mémoires puissent aller dans les bons plans au fur et à mesure, qui sera après synthétisé au niveau du corps causal, au niveau du corps des mémoires, en fait. Donc, il y a bien toutes ces étapes-là, et en fonction du vécu et de la conscience, du niveau de conscience de la personne au moment où survient cette mort, ça va prendre plus ou moins longtemps. Et c'est pas le passeur qui décide, non, tu passes de là à là. Le passeur, il va être là pour aider la personne à se détacher,
à prendre conscience en fait que voilà, il vient de passer d'un état à un autre et peut l'aider et j'allais dire discuter aussi avec cette personne. Quels sont les attachements qui peuvent être là? Parce qu'on peut être encore, il y a voilà, à travers ces passages de la mort, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y en a qui ne veulent pas partir parce qu'ils n'ont pas terminé des choses, ils veulent protéger des gens. Enfin, il y a tellement de cas différents. Qu'est-ce qu'on a comme facteurs qui reviennent principalement? L'addiction peut-être, le fait d'être accroché à nos proches, à un lieu, à un endroit. Il y a tout ça. Il y a aussi le plaisir de la vie terrestre. Ça peut aussi rentrer en ligne de compte. Mais il peut y avoir voilà, les addictions, mais il peut y avoir aussi toute la partie de tout ce qui n'a pas été traité, c'est-à-dire des regrets, des choses qui ne sont pas pardonnées intérieurement, qui n'ont pas été conscientisées, qui ne vont pas permettre à la personne de s'ouvrir, enfin la personne, je mets entre guillemets, à l'âme. Elle a besoin d'un certain temps pour pouvoir faire ses prises de conscience, on va dire ça comme ça, pour pouvoir se détacher et faire la rétrospective de ce qui s'est passé, pour pouvoir passer à un autre état et que les corps se délitent au fur et à mesure, en fait, tout simplement. Donc souvent dans les passages, ce qu'on entend aussi souvent, c'est que les âmes, je mets entre guillemets errantes, qui ne sont pas forcément du tout des mauvaises entités, etc., peuvent être là simplement parce que déjà elles n'ont pas conscience qu'elles sont parties, déjà c'est souvent ça, et puis ou n'arrivent pas à se détacher par culpabilité, il y a X facteurs. Donc l'objectif, ça va être de lui permettre de prendre conscience de ça et après d'appeler soit son équipe spirituelle, etc., pour lui montrer le chemin et qu'elle puisse continuer ses étapes. Souvent, je prends référence un film qui, je trouve, explique bien ces différentes étapes. Enfin, il y en a même deux qui sont assez connus maintenant. C'est Nos Solars, bien évidemment. J'allais t'en parler, c'était la prochaine question, effectivement. Voilà. D'accord. C'est vraiment une des références. Et l'autre aussi que j'aime beaucoup, si je dis pas de bêtises, c'est Au-delà de nos rêves, où on voit bien notamment toute la description du plan astral et plus haut astral, parce qu'il y a plusieurs couches dans l'astral. Et puis, selon les traditions, on ne parle pas de la même chose. Dans beaucoup de traditions indiennes, etc., et même chinoises, on est bas astral ou astral. Enfin, on parle surtout du corps astral. Moi, je le décompose plus en sciences initiatiques, avec après le mental, le haut mental, le mental éclairé, etc. C'est un autre éclairage, mais grosso modo, on dit la même chose. Ce que certains peuvent, par exemple, appeler le paradis, en fait, c'est souvent une partie de l'astral où tout est extrêmement vivant, coloré. Enfin, c'est tout ce qui va être attaché au corps émotionnel finalement. Et c'est là où ça peut être perçu, parce qu'on sent, c'est le corps subtil, c'est les corps subtils qui ont ces perceptions-là. Mais c'est très très coloré, c'est tous les bons moments, mais c'est loin d'être la fin du voyage. Pour ceux qui disent c'est Universal qui a produit Nos Solars, c'est des vendus. Arrêtez, s'il vous plaît, allez voir ce film. Oui, parce qu'effectivement, ils sont en coproduction sur cette œuvre cinématographique qui est absolument fabuleuse. Donc allez voir Nos Solars, un film de Chico Xavier, si je ne m'abuse. C'est magnifiquement illustré en début de film, notamment. C'est pas un film de Chico Xavier. Ça a été beaucoup inspiré par ses travaux, lui, en tant que grand médium. Oui. Donc ça a été inspiré des travaux de Chico Xavier. Monsieur Paluc a fait le... Oui. Merci pour cette distinction. Ouais. Tu voulais réagir, Tamara, tout à l'heure. Oui, parce que par rapport à ce rôle de passeur, alors ce premier rôle, on va voir aussi toutes les autres fonctions, mais si on le retranspose en termes de fréquence, on a déjà des pistes sur ce qu'est le passeur. Alors dans cette première fonction d'accompagner d'un plan à l'autre, on entend déjà cette fréquence, cette vibration qui est justement le passe-partout, qui est l'ouverture, et de permettre à une entité, à une âme en errance, d'accéder à ce niveau de fréquence qui va lui permettre de passer sur les plans. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Donc sur cette fréquence d'ouverture, et c'est ça qui nous intéresse aussi dans sa fonction première, dans ce qu'il est intrinsèquement, ce passeur, si je comprends, moi j'imagine, là quand tu m'en parles, passe partout avec ses petites clés. C'est exactement ça. Donc il peut aller autant dans la cave que dans le grenier, et qui permet à un individu, mort ou vivant, on va le voir en avançant un petit peu, de passer des paliers, de passer des portes, grâce à ces clés vibratoire, est-ce qu'on peut le dire comme ça? Exactement, voilà, des clés, c'est vraiment un passe-partout, il a ces clés-là. Après, chacun est dans sa spécificité, dans son unicité aussi, plus ou moins des codes, sa palette d'outils qui va lui permettre intérieurement d'ouvrir ses espaces vibratoires. Son rôle, c'est vraiment de montrer le chemin, d'ouvrir la porte. Et d'être garant, que la personne puisse passer. Mais en aucun cas, elle peut évidemment faire à la place. Et puis, moi, sur le livre, je me suis beaucoup attachée surtout au passeur lui-même, plus que, les phénomènes de mort, etc., qui est un tout petit bout dans le livre.
pour comprendre en fait pourquoi il avait ces spécificités-là, qu'est-ce qui se jouait pour lui. Et puis surtout, comme je le dis très souvent, voilà, c'est qu'il n'oublie pas à cette époque de l'ère du Verseau que lui aussi doit passer les portes, qu'il a hâte de la tenir en fait. Hypersensible, en quête de sens, d'authenticité et de justice, vous vous êtes toujours senti différent avec la nostalgie d'un ailleurs. Pragmatique et original à la fois, vous êtes capable de repérer chaque détail tout comme d'avoir une vision globale. Vos multipotentialités vous confèrent adaptabilité, rapidité d'apprentissage et vaste connaissance. Intuitif, visionnaire, souvent doté de capacités subtiles, votre cerveau droit est hyperactif et vous êtes très sensible aux lieux, ambiances, couleurs et odeurs. Et vous, si vous aussi vous étiez un passeur d'âme. C'était une courte présentation d'un de tes ouvrages parus en 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Dans celui-ci, on apprend une toute autre définition de ce qu'est un passeur d'âme, et là, c'est le grand bouleversement, car pour ma part, et c'est ce que je témoignais à Tamara en off, elle en a parlé en début d'émission, ça nous brûlait les lèvres, ça n'est pas qu'avec les défunts qu'on peut traiter de cette thématique, et puis finalement, j'ai eu l'impression moi-même d'être un passeur d'âme. Au-delà de ce terme et de ces définitions, j'ai eu le sentiment ici d'entendre parler de zèbres, de HPE, THPE, de personnes hypersensibles en fait. Exactement. C'était toute la difficulté aussi, j'allais dire, de traiter de ce sujet-là. Le but n'étant pas que tout le monde que tout le monde se reconnaisse d'une manière ou d'une autre, c'était surtout pouvoir donner des pistes pour comment je peux travailler sur ma conscience. Après, j'ai pris vraiment les traits communs, sachant qu'il y a quand même des spécificités, c'est-à-dire que un passeur je dirais un des traits, enfin il y en a plein, des traits importants, mais c'est que il n'est pas multitâche, enfin il n'est pas monotâche, pardon. C'est-à-dire que il pourrait, et ça va dépendre aussi de sa personnalité de surface, en tout cas la personnalité qu'il emprunte quand il vient là en fonction de son propre chemin de vie à lui aussi et de ce qu'il est venu travailler. Sa caractéristique, c'est que ayant des capacités subtiles assez développées et assez facilement, et comme il perçoit très très vite ce qui se trame, voilà, et avec sa sensibilité, donc une très grande sensibilité, il peut œuvrer dans plein de domaines différents. Et une de ses caractéristiques, c'est que justement, il va déjà pas vouloir être dans une case. Ça, c'est la première chose. Parce que, j'allais dire, pendant 2 minutes, il peut faire un passage d'âme et pendant 10 minutes après, être un excellent chef de projet et anticiper des risques et des très gros risques écologiques. Et puis, 10 minutes après, faire un soin, soit de façon technique parce qu'il y a plein de choses qui l'intéressent, et puis rentrer chez lui le soir et être complètement dans la conscience et travailler la relation et son test de réalité, et de voir ce que ça implique, comment il utilise son verbe, comment il est en accord avec ses valeurs. C'est tout ça en même temps. Donc, et comme toutes les étiquettes qu'on peut donner, que ça soit hypersensible, etc., en rien ça nous définit. Voilà, c'est une étiquette qui donne certains comportements pour mieux se comprendre. Et c'est peut-être là où on en viendra aussi, mais le but c'est ça, qu'on soit passeur, qu'on soit chaman, qu'on soit guérisseur. On vient faire notre propre travail, j'allais dire individuel et aussi collectif. On donne notre part, mais le but c'est comment je rentre dans une conscience de plus en plus élevée ou plus approfondie. Oui, je pense que ça peut parler justement à tout le monde, cette notion de passeur, parce que tu l'as expliqué également. Le passeur, sur son cheminement d'âme, il a visité aussi les autres. Alors, je vais utiliser l'appellation de Marie-Lise Labonté, qu'on a reçue d'ailleurs précédemment, les familles d'âme. Et le passeur a cette spécificité de ne pas être enfermé, si je peux utiliser ce terme-là, dans une famille. Donc, il a déjà aussi parcouru, cheminé, et ce qui fait que peut-être à aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette définition, à nouveau, on utilise des petits mots, pardon, mais dans cette définition du passeur, parce qu'il a en lui ces fréquences de précédentes expériences dans différentes vibrations, dans différentes familles. À aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de thérapeutes, autant de coachs, autant d'accompagnants sur la planète. C'est comme s'il y avait eu une cargaison massive de passeurs sur la planète Terre. Et je pense que c'est important justement de faire ce travail que tu fais, d'enlever les étiquettes, de pas jouer le jeu de l'ego, de s'identifier « Ah, moi, je suis ci ». Ben oui, mais alors, entends déjà que dans le mot passeur, il y a tellement de fréquences, tellement de pas s'enfermer, ça me semble important. Et avec ton ouvrage, tu nous ouvres justement cette vision bien plus vaste, bien plus large du passeur, non pas comme une définition égotique et enfermante, mais plutôt comme quelque chose qui nous permet aussi d'aller visiter les différentes parties, les différentes vibrations, les différentes intuitions, les différents appels. Il y a beaucoup de gens qui s'enferment dans des définitions ou dans des métiers. Moi, dans ma pratique, les gens viennent pour des lectures d'âme, ils me demandent tout le temps c'est quoi ma mission.
fonction, qui je suis, mais multiples, multiples, avec plein de fonctions différentes et avec plein de champs des possibles ouverts. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait, ce qui m'intéresse là aussi dans ce que tu nous apportes, c'est cette temporalité. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de passeurs sur Terre. Il y a quand même beaucoup de thérapeutes, de coachs, de chamans, de guérisseurs, d'énergéticiens que finalement on peut tous reconnaître aussi dans cette fréquence du passeur, de l'accompagnant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, selon toi, ta vision justement de ces incarnations, de ce qu'on vit en ce moment et de la présence et du rôle, ça fait beaucoup de questions en même temps là, mais du rôle des passeurs en ce moment? Alors, effectivement, on est dans un grand passage. Voilà, alors, depuis 2012, voilà, je vais pas vous la refaire, entre la fin du monde, entre guillemets, qui a duré jusqu'en 2021, on va dire grosso modo comme ça, mais on change de cycle, on rentre alors, on dit qu'on va vers l'âge d'or, enfin voilà, qu'on rentre dans un cycle, un nouveau cycle. Alors ça à prendre aussi avec des pincettes, parce qu'on est quand même toujours dans un cycle, voilà, qui est pas forcément encore très très chouette, mais néanmoins, il y a des grands changements. Et voilà, je vais pas revenir dessus, mais il y a vraiment des changements vibratoires au niveau de la planète. On a atteint la masse critique, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes, voilà, qui ont eu je vais le dire volontairement comme ça, un réveil, plus qu'un éveil, parce qu'il y a souvent des confusions aussi sur les termes. Mais en tout cas, qui ont commencé à prendre conscience. Et qu'est-ce qui explose là? Et c'est tous les prémices de l'ère du Verseau. Donc, on est sorti de l'ère du Poisson, qui mettait le savoir, j'allais dire, en priorité, et on va dire on était alors moi je le définis plus comme ça, mais on était là sur la fin, j'allais dire, du plexus solaire, c'est-à-dire que l'humanité au fur et à mesure remonte les échelons et on arrive plus pleinement dans le cœur, dans le chakra du cœur, avec cette ère du Verseau. C'est ce qui a été semé il y a plus de 2000 ans, on a été bien aidé par voilà, plein de vibrations différentes, mais les germes, voilà, ça commence tout doucement, on commence à rentrer dans ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie très clairement que aujourd'hui, et c'est ce qui a amené voilà, crise sanitaire, etc., besoin de retrouver du sens. Besoin absolument de sortir de cette superficialité, de cette surconsommation, etc., pour revenir à l'intérieur et pour redonner finalement du sens à sa vie. De sortir aussi de cette survie où on plane au-dessus, pour véritablement entrer dans une connaissance qui est beaucoup plus intuitive, une connaissance qui est beaucoup plus immédiate, et donc de commencer à toucher ce que j'appelle l'immédiateté de l'être. Donc de revenir dans un grand présent, ici et maintenant, d'arrêter cette ère du mental qui part dans tous les sens, qui a donné aussi de très très bonnes choses, beaucoup de progrès, etc. Mais il y a besoin d'un retour aux sources, un retour à la source, un retour donc à soi. Et on est en train donc de faire ce passage de façon collective, bien évidemment, ce qui implique aussi que, et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui accompagnent, qui sont dans ce cheminement-là, pour aller guérir quelque chose. On parle de quoi? C'est simplement pour commencer à sortir en fait de la personnalité de surface, voilà, ce que moi je nomme le mental inférieur, c'est le premier triangle, trois premiers chakras, voilà, le petit moi, pour commencer tout doucement à s'ouvrir. Et il a fallu toutes ces étapes jusqu'à présent pour qu'on arrive, alors je vais mettre à une pseudo-indépendance, mais pour pouvoir se libérer, voilà, commencer à maîtriser les éléments, etc. Et il fallait cette indépendance pour aller tout doucement, et c'est l'ère qu'on est en train de traverser. On est en train de passer de la maternelle, de la maternelle, de l'école. Le but du jeu, c'est d'aller à l'université. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que cette indépendance doit nous conduire à l'autonomie. Indépendance, on a encore, il y a dépendance dedans, donc on est quand même encore attaché à quelque chose. Et là, le but, en passant dans le mental supérieur, donc en commençant, et le pont, c'est le cœur, l'objectif, c'est de commencer à devenir responsable de tout ce qui se passe en bas, c'est-à-dire voilà, de nos pulsions, bien évidemment. Donc on a quand même bien progressé à ce niveau-là, on a quand même mis des lois, des tas de choses, mais c'est surtout devenir responsable de nos émotions et devenir responsable de nos pensées et devenir responsable de nos actes. C'est-à-dire ne pas utiliser juste l'intelligence pour accumuler du savoir. Et c'est bien beau de savoir, mais savoir, ça ne veut pas dire connaître. Ça, c'est la base de tout. Et le changement qui est en train d'opérer, et c'est pour ça que, on va dire, il y a comme un petit peu un coup de projecteur sur les passeurs, c'est que à travers tous les apprentissages qu'ils ont fait dans les différentes vies, et je dis souvent, ils ont fait plein de stages dans différentes familles d'âmes.
pour bien les comprendre de l'intérieur. C'est pour ça qu'ils ont des problématiques d'identité, parce qu'ils savent pas trop s'ils sont guérisseurs, enfin voilà, ils ont du mal à se trouver. Mais leur qualité principale, c'est d'être des médiateurs. C'est-à-dire que dans ce passage qui est absolument extrêmement important, que nous sommes tous en train de vivre dans cette quête de sens intérieur, c'est comment je fais la paix en fait avec ce triangle inférieur. Et cette paix, elle commence déjà à l'intérieur de nous pour pouvoir la manifester à l'extérieur, et tout ce qui est en train de se passer dit bien des choses de là où on en est aujourd'hui. Et les passeurs, ils sont en train d'indiquer la voie en disant vous pouvez y arriver, vous pouvez travailler par vous-même, vous pouvez être votre propre maître. Donc on est en train de sortir aussi de l'ère du poisson, c'était les dogmes. Et là, on est en train de sortir de ces dogmes où il faut faire comme ci, comme ça, suivre un maître, faire comme ceci, comme cela, avec toutes les dérives que ça amène aussi. Et c'est là une des qualités du passeur, c'est-à-dire que en théorie, il fait pas les choses n'importe comment. Il fait les choses parce qu'il a pris le temps d'apprendre. Il a pris le temps d'avoir de la connaissance. Normalement, en tout cas dans son propre chemin. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait avant et tout ce que les anciens nous ont transmis est acheté. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Ils nous ont légué une sagesse qui est absolument incroyable, mais le but, c'est comment je réactualise aussi cette sagesse autant où nous en sommes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été transmises, mais ça allait avec l'époque. Et aujourd'hui, c'est comment je m'approprie ça et comment je fais ce propre travail moi-même, c'est-à-dire comment je deviens mon propre gourou, ce qui est une des principales clés, notamment en yoga. On appelle souvent le gourou, mais c'est notre maître intérieur. Et c'est comment j'arrive dans le maître du cœur. Comment j'arrive intérieurement à me poser, à être complètement responsable de ce que je suis en train de vivre. Et ce qui nous a amené ça, vous voyez bien que depuis une vingtaine d'années, même plus maintenant, ça a commencé avec le New Age et tout l'ésotérisme, etc., où on est passé de rien à tout, toutes les dérives, mais on est toujours dans un effet de balancier, on est en pleine dualité. Et donc ça, le balancier, il a fait comme ça, et puis hop, ça vient tout doucement. Ce qui n'empêche pas encore aujourd'hui qu'il y a des sectes, il y a plein de choses. Et là, ce qui nous est demandé au niveau mental, c'est d'apprendre à acquérir du discernement. Et comment on a du discernement? En s'appuyant sur la connaissance et en éprouvant par nous-mêmes dans l'expérimentation, c'est-à-dire ne pas accepter ce qu'on nous dit parce que c'est comme ça, et voilà. Et donc c'est testé par soi-même. Et ça, la vie nous le propose. Notre maître, c'est la vie, c'est l'expérimentation que nous allons faire. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de pièges. Alors après, je veux pas aller trop loin parce que si vous mettez une petite pièce, on peut en parler. On a tout notre temps. Je vais partir très très loin, mais c'est toutes les dérives aussi qu'on peut voir aujourd'hui au niveau spirituel. Oui, parce que on nous dit il y a des millions d'exemples, tout est juste, c'est tout. On arrive à quelque chose d'un peu plus subtil au niveau de l'ego. Là, on l'a bien démasqué, on a bien compris ce que c'était l'ego, surtout au niveau développement personnel. Et ce qui s'est passé depuis 30 ans, c'est qu'il y a eu cet engouement pour du développement personnel, mais le développement personnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On développe la personne, la personnalité, le moi. Oui. Je m'aime, je suis fort, je suis ceci, et tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant c'est comme ça, c'est ma souveraineté d'être, et je vais cautionner avec ça on tout et n'importe quoi. On entretient notre ego quelque part en fait, plus qu'autre chose. C'est exactement ça. Oui. Et là, on en arrive tout doucement parce que ça devient de plus en plus subtil à un ego qui commence à se développer, qui est un peu plus spirituel. C'est-à-dire qu'on utilise énormément de choses sorties de leur contexte spirituel qu'on n'a pas forcément étudié pour aller cautionner en fait nos comportements. Je vous donne des exemples très simples, mais des gens spirituels, quelqu'un qui est spirituel, alors déjà je sais pas comment il marche dans la rue, je sais pas, il vole, il est digne, je sais pas comment il doit être plus, et il dit pas de gros mots, il fait pas ceci, il fait pas cela, il mange vegan. Il est très gentil avec les animaux. Des clivages à n'en plus finir. À n'en plus finir. Mais c'est surtout, ça va aller dans la relation avec l'autre et l'extérieur, où je suis très spirituelle, mais je supporte pas mon voisin, ou je supporte pas qu'on fasse du bruit quand je médite. Mais bien plus loin, ça va être vraiment dans les rapports où, par exemple, dès que quelqu'un va exprimer de la colère, une émotion qui est vive, tout de suite, ça va être tu ne sais pas te maîtriser. Ta colère t'appartient. Et en fait, c'est toutes les excuses où on va se défausser, en fait, pour pas travailler travailler sur soi. Mais ça peut être aussi, à contrario, prendre l'autre pour un objet, véritablement. C'est-à-dire, dès qu'il se passe quelque chose, c'est un effet miroir.
Et je retourne sur que ça me fait comprendre ça. Merci, tu m'as fait faire une prise de conscience. Non, en fait, t'as un être humain en face. L'autre n'est pas que là pour te faire des prises de conscience. C'est pas une nouvelle doxa qui est en train d'apparaître, en fait, une doxa alternative attachée à de nouveaux codes, parce qu'effectivement, le paraître prime, hein, même dans le domaine de la spiritualité, en fait. Mais il y a un vrai business spirituel. Hein. Là, on peut en parler aussi des heures. Hein. On va en parler. Moi, je voulais reparler des cases et des étiquettes. Nous, on a un projet qui est assez compliqué, ma foi, puisqu'on veut faire du référencement organique. Donc, on ne paye pas les publicités. On fait en sorte de mettre en avant naturellement, organiquement, les praticiens. Et ça passe par des cases, ça passe par des nominations, ça passe par des rubriques. On travaille avec des requêtes. Donc, les gens tapent ceci ou cela. Je veux dire, même dans le domaine conventionnel, si on va chercher un médecin généraliste, ok, après on va chercher éventuellement un pneumologue, un chirurgien orthopédique, etc. Donc on est quelque part aussi ancré à ce monde 3D et à la matérialité. Donc comme tu disais, on est un peu trop perché en apparence et on se voile à travers une image qui est totalement biaisée, puisqu'on a aussi une vie sexuelle, une vie sentimentale, une vie financière, on a besoin de gagner de l'argent. Et là-dessus, tu disais dans une de tes conférences qu'être passeur d'âme n'était pas un métier. Et je te cite, traiter avec les défunts, ça n'est pas rémunérateur, à part avoir des informations s'il y en a un qui est bien sympa avec vous et qui connaît l'endroit d'un trésor. Alors cette réflexion, moi, m'a interloqué car je connais personnellement une multitude de passeurs d'âme qui exercent, non pas sur demande des défunts, mais sur la demande de leurs proches, bel et bien incarnés pour leur part. On peut prendre en exemple, en référence, une référence qui parlera à tous, le film Ghost, vient parfaitement illustrer ce phénomène. De nombreux médiums s'attellent à cela. Alors certes, on constate une multitude de dérives, ok, dû au côté impalpable de la chose, mais on a aussi affaire à des résultats époustouflants et parfois même avec des preuves à l'appui. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps, Valérie, de considérer cette activité comme étant importante, cruciale, nécessitant énormément d'énergie et donc de fait pouvant laisser place également à une sorte de rémunération ainsi qu'à une certaine abondance en contrepartie? Alors c'est délicat puisque comme on touche à l'invisible, j'allais dire... Ce qui me paraît nécessaire et extrêmement important, et c'est là où c'est complexe, c'est que la personne qui va venir consulter, finalement, c'est important qu'elle puisse vérifier, ou en tout cas sentir ce qui se passe pour elle. Comment je peux vérifier qu'une personne a bien fait passer une autre, à part si ce n'est je fais confiance parce qu'on m'a dit que c'était bien. Il y a aucune preuve. Si la personne consulte quelqu'un pour le faire, c'est qu'elle estime qu'elle n'est pas en capacité de le faire, et donc ça devient difficile d'avoir des preuves. Je prends juste le sujet de... Voilà. Après... Il y a d'autres éléments à prendre en compte, il me semble. Les autres éléments, c'est qu'est-ce que ça apporte pour la personne? Est-ce qu'elle sent qu'il y a un soulagement? Est-ce qu'il y a une charge qui s'en va? Voilà, c'est tout ça. Ou est-ce qu'il y a des mots qui peuvent être prononcés pour alors que ça soit des adieux? Par rapport à l'authenticité du praticien en question. On a souvent des transmissions d'informations des fois qui sont communiquées et qui ne peuvent pas mentir. Enfin, on ne peut pas inventer ça. Je veux dire, il y a des informations que seuls les proches ont. Exactement. Après, j'allais dire, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure à nos discernements, c'est-à-dire que quand vous êtes face à quelqu'un, que ce soit un mentaliste, je fais exprès, c'est très facile d'avoir des informations sur une personne. Pour peu qu'on ait de la sensibilité, qu'on capte et qu'on soit un peu psychologue, entre les approximations pour pouvoir toucher au fur et à mesure et déceler, il y a quand même des techniques qui sont avérées aujourd'hui et qu'on connaît. Prudence par rapport à ça. Oui. Après, moi, je dirais simplement, en fait, ce qui me semble important, c'est en tout cas du point de vue, j'allais dire, thérapeutique, parce que moi, je suis plus là-dedans, c'est quelles sont les références de la personne. Sur quoi elle s'appuie. J'allais dire, c'est une chose de dire, je capte, je sens, et c'est comme ça, j'ai des résultats, tant mieux. J'allais dire, et si ça convient à des personnes, c'est que c'est tout à fait juste. Et oui, il y a eu un échange de quelque chose, c'est une transaction. Mais c'est en connaissance de cause. Soit je vais consulter quelqu'un qui a des références, qui s'appuie sur des connaissances, voire qui a été formé. Alors, est-ce qu'il y a une école qui est meilleure qu'une autre? Ça, c'est encore une vraie question. Mais je pense que là, on en vient effectivement à une question, j'allais dire, pour un recrutement sur une plateforme telle que la vôtre, c'est comment je vais vérifier, en fait, tout comme n'importe quel autre métier, les compétences de la personne, sur quoi elle s'appuie, quelle est sa vision, tout ça. Alors, on recrute personne, en l'occurrence, c'est du déclaratif. Chacune des personnes vient et présente son profil. La seule chose qu'on a pu trouver,
on avait une solution qui était très subjective, c'est-à-dire d'avoir des clairvoyants chez nous qui passaient tous les profils au pendule. Bon, éventuellement, on n'a pas pris cette option parce que c'était trop subjectif et on s'est dit, bon, on va mettre en place un système d'avis vérifié et le but, c'est d'avoir des retours, donc en quelque sorte des références. Mais bon, là, c'est très technique tout ce qu'on dit, mais ça a trait à ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire cette émergence d'un nouveau paradigme, d'un nouveau monde dans lequel énormément d'activités qu'on ne considère pas comme des professions émergent également, mais tous ces gens qui pratiquent ces activités déploient énormément d'énergie, passent énormément de temps, et on les associe à un certain vœu de pauvreté quelque part, ou de précarité, si je puis dire, puisque c'est encore un gros mot de parler argent lorsqu'on parle de traiter avec les défunts. Pas que les défunts. Il y a cette association argent et spiritualité qui reste un petit peu déjà, en plus, globalement. Donc si on tombe là-dedans, bah oui, on a les mots New Age, escroquerie, marabout, enfin tout un champ lexical qui vient s'y associer en général. Et pourtant, on verra dans les questions par la suite que c'est ô combien important de prendre en compte tous ces nouveaux praticiens. Alors après, voilà, dans tous ces nouveaux praticiens, il y a une vraie question qui se pose encore là, j'allais dire en termes d'éthique. Voilà, tout dépend comment on s'est formé, à partir de quand on se déclare par praticien. Il y en a qui font 3 stages et puis qui deviennent praticiens parce que ça fonctionne, etc. On parle encore de conscience. Quel est le développement véritablement intérieur que j'ai fait? On sait, tout est vibration, donc je vais attirer aussi les clients qui sont en correspondance avec ça, et donc ils trouveront ce qu'ils sont venus chercher. Enfin, c'est toujours la même chose. Après, il y a plein d'étapes en termes de thérapeute, coach, peu importe. Ça va grandir, enfin, avec la conscience du thérapeute, et il faut bien, de toute façon, expérimenter. Il faut bien faire plein d'erreurs également aussi pour affiner, pour comprendre, pour conscientiser. Et le but, c'est ça. Après, évidemment, le thérapeute, le coach, etc., a ses propres mémoires, a les propres choses à travailler. On peut donner autant d'exemples de thérapeutes qui ne fonctionnent pas parce que justement, ils ont des problématiques encore à régler par rapport à ça. Et c'est super parce qu'il va y avoir des coachs en business spirituel qui vont venir les attraper en leur disant, c'est parce que tu n'es pas aligné au code de l'abondance. Enfin, c'est un cercle sans fin, en fait. Alors que, en fait, c'est dès le départ ici. C'est pourquoi je veux servir, au service de quoi je me mets, qu'est-ce qui se passe véritablement. Et en tout cas de mon expérience, et bon, j'ai quand même croisé à ce jour un certain nombre de personnes, de thérapeutes, etc. Je peux vous dire que les personnes qui font le travail, qui continuent à travailler sur eux, qui continuent d'être supervisées, qui continuent de se former et d'apprendre sur eux-mêmes, leur cabinet marche très bien. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui est extrêmement important et qui devient monnaie courante aujourd'hui, c'est aussi les avis vérifiés. C'est aussi ce qui se passe. Maintenant, il suffit d'un avis vérifié parce que la personne n'a pas donné ce que l'autre... Enfin, voilà, je viens acheter quelque chose. On a les biais négatifs aussi, parce que c'est souvent les personnes qui sont plutôt pas contentes qui laissent un avis par la suite. Exactement. Mais on essaie on va essayer de pallier à ça. Après, d'un point de vue professionnel, quand tu parlais de formation, d'un point de départ, peut-être éventuellement d'école ou d'académie spécialisée, moi, je connais une des plus grandes passeuses d'âme. Malheureusement, le point de départ, ça a été une EMI. Une EMI alors elle s'appelle Alexis Ambre et elle est morte pendant 3 heures, plus de 3 heures, preuve à l'appui, et elle est revenue à la vie avant d'être congelée à la morgue et depuis, elle passe une multitude d'âmes. Bon, elle est âgée maintenant, mais qu'est-ce qu'elle pourrait écrire sur son CV, elle? C'est compliqué. Mais justement, c'est là où ça devient intéressant parce que Valérie, elle en parle de ça, de ce changement d'air qui nous oblige aussi, qu'on le veuille ou pas, à passer d'un savoir sachant, d'un savoir cognitif, à un savoir vibrant, parce qu'on pourrait l'appeler comme ça, Valérie, un savoir vibrant, expérimenté, éprouvé dans la matière. C'est aussi tout l'objet, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de spiritualiser la matière et c'est de diviniser la matière, de faire descendre ces énergies et en même temps j'allais dire d'agir à partir du cœur. Enfin, j'ai pas d'autres mots pour l'exprimer, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de relier en fait alors est-ce qu'on peut dire comme ça, parce que c'est pareil, hémisphère droit, hémisphère gauche, enfin voilà, en neurosciences on est déjà passé à autre chose aujourd'hui, mais néanmoins c'est commencer à faire cette unité à l'intérieur de nous et aussi utiliser autant l'intuition et ces capacités-là que la raison. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, alors, je ne sais pas si tu fonctionnes comme ça, mais en tout cas dans une lecture d'âme, quand on va se mettre en travail avec une personne, déjà, outre toutes les permissions, de ce qui est là, et les précautions qu'on prend, ne remonte que ce qui est juste, en tout cas pour l'âme, de remonter. Puis après, il y a toute la façon d'énoncer
ce qui se passe. Et le verbe va être extrêmement important. D'ailleurs, chez un passeur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est pas le mental qui décide de qu'est-ce que je peux dire, est-ce qu'elle peut entendre, est-ce qu'elle peut pas entendre. Ça va descendre. Il y a un canal, c'est éprouvé et ça va être dit. Mais ça n'empêche pas que il faut qu'il y ait un bon cerveau gauche, une bonne maîtrise du langage pour pouvoir que ça sorte, que ça soit en bonne forme, que ça soit voilà, et pour faire la traduction. Très souvent, d'ailleurs, quand on est dans ce cheminement-là, quand on est en train de faire une lecture, c'est-à-dire qu'on canalise quelque part, hein, et généralement, alors c'est souvent alors moi j'appelle ça la conscience supérieure de la personne qu'on va canaliser. On va juste faire un lien entre la personne physique et sa conscience supérieure. Souvent, on s'en souvient pas. On est dans un autre état, et heureusement pour la personne qui fait ça, parce que si elle devait enregistrer tout ce qui se passe, voilà, il y a un reset. Et même parfois, moi je sais quand j'enseigne à faire ces lectures-là, les personnes se souviennent pas où elles disent mais intellectuellement j'aurais jamais été capable de dire une chose pareille. Enfin je savais pas, enfin j'aurais pas pu imaginer une histoire pareille parce que tout devient logique, toutes les synchronicités qui sont là, et techniquement de façon mentale ça aurait été compliqué d'en arriver là pour comprendre une cause ou dans un champ d'ouverture qui est là pour la personne. Après la question c'est là si je reviens sur les thérapeutes, c'est pas une question de diplôme non plus, mais c'est une question de une personne qui a fait aucune école, etc., mais qui a beaucoup lu, qui a beaucoup expérimenté, etc., et bien dans la matière et dans le quotidien, et c'est là je pense qu'on vérifie des choses, c'est que elle est ce qu'elle dit. Elle dit ce qu'elle est. Elle parle pas, par exemple, de spiritualité en disant il faut tout ce qu'on s'aime, c'est l'amour inconditionnel, etc. Non, il faut être tout à fait honnête. On est encore très conditionné. Je vais prendre des exemples tout bêtes, mais volontairement, aujourd'hui, le nombre de personnes qui cherchent leur âme sœur, leur flamme jumelle, de quoi parle-t-on ? On est encore dans un amour idéal. Qui nous vient, hein, ça vient de l'inconscient collectif, hein, c'est pas un hasard non plus, mais avec toutes les projections, parce qu'il n'y a pas eu un vrai travail, et si cet amour-là venait, quand bien même, elle serait peut-être pas apte à le reconnaître, parce qu'il y a pas cette conscience de ce que ça implique véritablement intérieurement, c'est-à-dire que l'autre n'est pas là pour combler mes manques, il n'est pas là pour combler ma solitude, n'est pas là pour être ma béquille, enfin tout ce qu'on veut, enfin tous les amours qu'on connaît, qui sont issus du triangle inférieur et des jeux de pouvoir, etc., etc. Et avant déjà d'arriver et c'était toute la vertu du développement personnel, d'arriver à profondément s'aimer soi-même. Mais je parle pas de s'aimer en faisant un petit massage, en s'offrant le coiffeur et je sais pas, il y a un bâton de sauge. Je plaisante un petit peu, mais ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment profondément être dans cette gratitude d'être en vie, de se dire waouh, je suis en train d'expérimenter la vie, quoi. Là, j'ai des multiples possibles. Qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de chaque respiration ? Alors, des fois, ça le fait très facilement, puis des fois un peu moins bien quand il y a les factures à payer, quand ceci, quand cela. Mais ça se travaille, hein, ça se travaille. Et ça travaille. Je suis pas praticien, mais en revanche, c'est une des choses que je fais au quotidien, c'est-à-dire d'être dans la gratitude. Maintenant, ça devient facile, en fait. Parce que au fur et à mesure de s'entraîner, tout simplement avoir le verre à moitié plein, on le voit presque remplir à bord tous les jours. Donc voilà, c'est ça. Avec le risque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il puisse y avoir un petit rattrapage d'ego spirituel où ça vient nous enfermer, c'est-à-dire il faut être positif tout le temps. Non. Il peut y avoir des downs, oui. Voilà, il faut pas oublier que sur le chemin, on accueille au fur et à mesure nos inaccomplis, donc nos ombres. Il y a des dysfonctionnements, et donc c'est en rentrant un peu dedans qu'on peut véritablement faire des vrais progrès, en fait, tout simplement. Je trouve ça important et je te remercie ce que tu es en train de nous mettre en lumière. Sans doute, tu les as aussi, beaucoup de personnes qui viennent en consultation et qui ont beaucoup de mal avec la légitimité parce qu'ils n'ont pas des tonnes de diplômes. Donc, il y a ce lien que tu nous proposes justement en termes de reconnaissance de soi, en termes d'expérience, de plutôt travailler sur son intérieur à essayer de se reconnaître pour se légitimer plutôt que d'aller dépenser des sommes colossales dans des formations pour être vu et reconnu par une autorité extérieure. C'est vraiment important et intéressant, il me semble, et c'est ce que tu proposes aussi, justement, comme reconnexion à soi. Sachant que c'est toujours aussi très important de ne pas oublier de continuer à travailler. Je trouve que c'est souvent aussi la difficulté, que ça soit des médiums, que ça soit des guérisseurs, enfin ce qu'on veut, de continuer à être supervisé parce qu'on continue à progresser. Il y a toujours quelqu'un au-dessus de soi. Et c'est OK.
Autrement, on s'embêterait d'ailleurs. C'est OK, c'est merci d'ailleurs. C'est merci. Et c'est merci. De continuer à apprendre, de continuer à expérimenter. Alors, j'aimerais revenir à cet aspect plus global du passeur d'âme. On constatera aisément que tu es une des premières à vraiment élargir le sens de ce terme. Donc, je voulais te demander, est-ce que le passeur d'âme de nos jours, selon toi, est-il un être sociable ou au contraire un être solitaire ? C'est les deux. C'est vraiment les deux, dans le sens où, c'est un petit peu ce que j'explique dans le livre, voilà, une des caractéristiques, c'est qu'il a véritablement besoin de moments de solitude. C'est sa façon de se ressourcer. Il a vraiment besoin de moments où il a la possibilité de se nourrir profondément, que ce soit par des pratiques, voilà, chacun les siennes, etc., mais de faire le plein aussi, enfin de continuer à s'aimer pour semer. Dans le sens où, j'allais dire, c'est un vrai métier, mais pour tout le monde, là, dans ce sens-là, c'est qu'on a la responsabilité de nos énergies et de nos corps subtils. Donc, c'est comment je les nourris. Et pour ça, c'est pas de se mélanger, voilà, c'est prendre. Et dans ce côté solitude, j'entends aussi les moments d'introspection. Les moments de je continue mon travail intérieur, je suis en contact avec mon intériorité, ce qui se passe avec mon soi le plus possible. Et je cultive cet état méditatif. Alors, méditatif, ça veut pas dire je bouge pas et je suis comme ça en Gyan Mudra et je bouge plus. Hein. On peut faire plein de méditations actives en chantant, en faisant le ménage. Chacun a sa façon de faire, en faisant du vélo. Ça, c'est pas un souci. C'est ce qui est chouette aujourd'hui, c'est qu'il y a, voilà, on n'est pas content. Je connais beaucoup de personnes qui méditent avec un sèche-cheveux. Ça, je ne savais pas. Mais je ne plaisante pas. Hein. Oui, C'est vraiment c'est un bruit qui permet, en fait, de rentrer en connexion. Voilà, enfin, j'ai découvert ça. Alors après, il y a plein d'autres pratiques, hein, que ce soit les mantras, les musiques, par l'hypnose. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est ça qui est aussi merveilleux aujourd'hui, c'est qu'on a accès à énormément de technologies et possibilités. Donc oui, besoin de solitude dans ce sens-là. Donc effectivement, on pourrait croire qu'il n'est pas sociable, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en tout cas pour moi, et ce que j'ai pu en constater, ayant quand même accompagné de très très nombreuses personnes maintenant, les passeurs sont des médiateurs. Donc ils sont là pour faire des liens. Le passeur, c'est celui qui fait des liens justement entre les différentes familles. Pourquoi ? Parce que dans son essence principale, et c'est pour ça qu'on en vient à ce fameux passage aujourd'hui, hein, au niveau, j'allais dire, de la conscience collective, ce besoin de faire de l'harmonie, de mettre de l'harmonie. Et qui dit harmonie, c'est la réunification des contraires. C'est embrasser les contraires plutôt que de voir les opposés. Donc il y a un mouvement qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'embrasse ce qui est là. Ici et maintenant. Et donc, moi, je définis le passeur comme quelqu'un qui fait le lien ou qui a un pont entre les mondes, mais un pont entre les gens aussi. Et donc, il y a un besoin social. Et souvent, voilà, dans les caractéristiques, on retrouve les passeurs qui, justement, soit très souvent sont dans la transmission d'une manière ou d'une autre, ou faire des apprentissages, mais aussi mettre en lien les gens. De plein de façons différentes. Donc, diffuser la connaissance, ouvrir au plus grand nombre, ça, c'est une de leurs missions principales, et permettre donc d'avoir accès à la connaissance. Un passeur, c'est un facilitateur des possibles, un facilitateur des champs, un facilitateur de projets. Je te cite à nouveau ici et j'ai comme l'impression, en fait, d'entendre parler d'un coach, d'un médiateur, en fait. Alors, oui. Si on allait dans le métier plus technique, moi j'ai utilisé volontairement le terme de facilitateur, qui est un métier aujourd'hui qui est reconnu. Et j'en ai parlé, j'allais dire en connaissance de cause, parce que je suis formée à ça, je suis formée à l'intelligence collective, j'ai passé un diplôme de facilitatrice en intelligence collective, et j'ai trouvé justement, ayant été thérapeute, ayant été coach, formé, voilà. Pendant très longtemps, on a opposé coach et thérapeute. Est-ce qu'en coaching, on fait de la thérapie? Est-ce qu'en thérapie, on fait du coaching? Deux écoles. Pour moi, encore duel. Et j'ai trouvé que dans le facilitateur, en fait, quelque part, mais ça, c'est que ma vérité. Hein. C'est juste une façon. Hein, je dis aucunement que c'est vrai. Enfin, voilà. C'est une proposition, en tout cas, que j'ouvre, mais dans les constats que j'ai pu faire, le facilitateur, il est là pour être garant des processus et permettre aux personnes de prendre leurs responsabilités pour aller vers un objectif. Donc, on a un peu du coach et un peu du thérapeute. C'est-à-dire qu'il va aller voir, en fait, quels sont les besoins, etc., pour pouvoir amener le groupe, ou en tout cas le collectif,
ou l'égrégore qui est en train de se créer vers un objectif qui est tangible, mesurable, etc. Et pour moi, j'allais dire, le thérapeute pourrait être vu un peu comme le côté féminin et le côté mère, et le coach un peu comme le côté père, bienveillant, etc. Et je trouvais que le facilitateur était le terme, parce que passeur, justement, n'a pas pour vocation de pallier un père, enfin une référence, de devenir la référence de l'autre, mais plutôt donner envie et la motivation intérieure à l'autre d'aller vers sa propre maturité. Donc de savoir prendre soin de soi comme une mère et de savoir s'encourager comme un père. Donc c'est vraiment les deux ensemble. Et donc il vient faciliter en fait cette démarche-là, c'est-à-dire comment je passe du plexus, moi, ma place, ma valeur, etc. Ok, j'ai suffisamment de sécurité et de lien pour pouvoir m'ouvrir et donc faire et commencer à rentrer dans du nous. Mais il peut pas y avoir de nous tant qu'il n'y a pas de jeu qui est bien installé et fort. Et c'est un des travers, du parfois au niveau spirituel, développement personnel et spirituel, ça va ensemble, c'est pas l'un sans l'autre. Oui, j'allais te demander justement en termes de travers, quel est l'écueil que tu as pu le plus observer chez les passeurs? Bon, on sait qu'il y a quand même une prédisposition à être sauveur un petit peu, donc à s'oublier soi. Qu'est-ce que tu as pu observer comme étant l'écueil? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces passeurs qui nous écoutent? Alors attention, regardez avec focus et attention sur cette partie-là de votre aide par rapport à d'autres fréquences. Alors, le premier mot qui me vient, qui va pas être facile, c'est le mot orgueil. Qui peut être associé au côté sauveur, c'est-à-dire allez, Dieu est parti en vacances, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je fais exprès. C'est joli. Mais c'est quelque part cette volonté, cette volonté à tout prix d'agir, mais il y a quand même une recherche de reconnaissance derrière. C'est évident. Je sers à quelque chose et la problématique du passeur, c'est que quelque part, du coup, il ne travaille pas sur lui et il va pas voir sa propre vulnérabilité. Une des problématiques du passeur à laquelle il peut avoir tendance aussi, c'est d'oublier que quand il n'y a pas de demande, il n'y a pas de demande. Donc je pense pas déjà à la place de l'autre. Et puis si l'autre n'a pas formulé une demande, je suis pas là pour apporter mon aide ou donner des réponses ou des conseils qu'on ne m'a pas demandé, et surtout si on ne peut pas solliciter. Oui, donc le passeur, il n'a pas à tirer ou à pousser. Exactement. Le passeur, il a juste à être là dans le présent, à être ouvert et à accueillir. Et donc, c'est vraiment cette histoire d'être dans le moment présent. Mais pas surinterpréter ce qui se passe, même s'il sent très bien les choses, ou qu'il sent peut-être avant que la personne ait pu contacter ses propres émotions, c'est bien. Mais c'est après, c'est ce qu'on appelle la communication bienveillante ou consciente. C'est je suis là et je suis à ton écoute, mais formule des demandes. Voilà, je vais pas les formuler à ta place et y répondre à ta place. Et à l'inverse, c'est quoi son axe d'évolution, ce vers quoi il est encouragé ou il est invité à tendre, ce passeur? Il y a plein d'axes que j'avais développé dans le livre, notamment j'avais repris le P de passeur, ce grand P, la lettre P de passeur. Il est invité justement à aller dans sa puissance, c'est-à-dire d'accepter lui-même d'aller dans sa vulnérabilité, d'aller au fond du puits, d'aller travailler sur lui pour voir d'où lui vient ce besoin et ce côté, je vais reprendre un terme de Haruna Lipchik, doux tyran dans sa grille de lecture, où il a cette facette très douce, où il accepte tout, il se manque de respect souvent, etc., pour pouvoir être dans l'aide aux autres. Et en fait, la violence qu'il contient, bien, en fait, il va la retourner contre lui-même. Parce qu'il s'oublie tout le temps, parce qu'il ne se fait pas respecter, pour X raisons. Son axe d'évolution, ça va être, d'accepter sa propre valeur et sa puissance. Ça va être d'accepter aussi d'aller dans le plaisir. Ça va être de sortir du perfectionnisme, donc de rechercher l'affection du père, père-affection, perfection, et de s'accueillir tel qu'il est, avec sa personnalité qui effectivement n'est pas parfaite, mais si elle l'était, il ne serait pas en train d'expérimenter. Donc c'est de cultiver l'humour par rapport à ça aussi, parce que tout est expérience. Là, pour le coup, on peut la placer, celle-là, elle est juste, en tout cas dans ce contexte-là. Un peu d'autodérision chaque matin pour contrer un peu d'orgueil, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est mon Dieu, j'ai pas fait ça. Enfin perfectionnisme, procrastination, donc se fouetter à chaque fois. Donc il y a un côté maso aussi qui est quand même assez présent
malgré tout. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Voilà. Donc dès que c'est pour les autres, alors il peut déplacer des montagnes. Puis dès que c'est pour lui, il y a plus personne. Voilà. C'est un petit peu toutes les caractéristiques que j'ai données où il va réfléchir. Ça y est, super, enfin, il a une journée de libre, c'est que pour lui. Et ben, il va passer la journée à savoir qu'est-ce qu'il va faire de cette journée. Et puis voilà, la journée sera passée. C'est bien dommage. Ouais, c'est assez triste. Ouais. C'est un peu triste. Donc une vraie difficulté à s'ouvrir et à ressentir pleinement, en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si souvent il utilise toutes ses capacités ou ce qu'il peut appeler des dons au service de l'autre et il s'oublie complètement dedans. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas en fait ses capacités d'introspection pour lui-même. Et souvent, je vous le rappelle, enfin normalement le but, si on a des capacités subtiles, c'est justement on a des outils pour pouvoir investiguer à l'intérieur de nous, pour apprendre à nous connaître. Le but du jeu, voilà, il y a une naissance physique, mais le but du jeu, c'est de participer à notre propre naissance, c'est-à-dire voilà, de trouver le véritable soi. Donc voilà, une connaissance, donc être partie prenante véritablement dans le processus. Et une première mise voilà, on est arrivé dans la matrice, voilà, grâce voilà, à tout un programme de parents, etc. Mais le but du jeu, c'est d'accoucher de soi-même, bien évidemment, et d'aller s'embrasser totalement dans notre imperfection. Et quand on accepte l'imperfection, on est dans le imperfection. Donc dans l'unité. Et est-ce que le fait de se négliger soi-même n'impacte pas justement après l'aide qu'on peut apporter à son prochain en tant que passeur d'âme? Et bien évidemment, voilà, parce que il y a beaucoup, j'allais dire, c'est des erreurs, voilà, de parcours et c'est tout à fait légitime. Mais souvent, les personnes vont se fatiguer énormément, donner toute leur énergie, peut-être pas avoir les bonnes techniques forcément toujours, même si elles font tout bien consciencieusement, les nettoyages, etc. Ça n'empêche pas de puiser dans les réserves. Et comme je vous le disais tout à l'heure, notre responsabilité, c'est pas juste déjà de développer notre intellect, etc., etc. C'est aussi de savoir prendre soin de nos corps et donc de très très bien les maîtriser. Et la maîtrise, ça ne se fait que à travers l'expérience, pas à travers la lecture de livres ou de choses comme ça, ou juste j'ai écouté une musique, super, j'ai monté mon taux vibratoire. Non, ça se travaille tous les jours. Comment mon corps est propre, corps physique et puis tous les autres. Donc, comment j'ai pris soin, comment j'ai pris soin, quelle nourriture j'ai avalée au niveau émotionnel, dans quel voilà contexte je me trouve, comment je me nourris aussi intellectuellement, qu'est-ce que je regarde, voilà Et c'est pas aller non plus dans tout l'inverse en disant mon Dieu, non, je vais pas dans la foule parce qu'il y a trop d'égrégores négatifs, ou mon Dieu, il y a le bien, le mal. Oui, mais il y a quand même un souci, comme tu disais, d'ancrage, mais qui est mis en opposition au souci aussi de préservation, puisque tu disais que le passeur d'âme était hypersensible. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Oui. Il capte les pensées environnantes, et le fait d'être dans des endroits où il y a des égrégores assez lourds, on va pas donner d'exemple, ça peut être très contraignant pour lui aussi. Et tout à fait, mais d'où j'allais dire l'hygiène de vie au niveau de tous les corps subtils. Et quand on a une aura rayonnante, alors je parle d'aura là en termes, alors moi j'ai plus le corps de l'aura et de la ligne d'arc en yoga. Ça c'est un travail aussi quotidien dans la façon de nourrir ses cellules, de travailler intérieurement, soit par des postures, etc. Mais d'aller, j'allais dire, muscler nos corps subtils, ils se musclent comme le corps physique. Et des fois on tire un peu sur la corde parce que voilà, on en oublie, ah ouais non mais c'est bon, je maîtrise, tac tac tac, je fais ci, je fais ça, et en fait j'oublie le b.a.-ba. Et voilà, il y a des millions d'exemples de maîtres qui l'expliquent aussi. C'est pas une fois ça y est on y est arrivé et puis on n'a plus besoin de rien faire. C'est tout le temps, tous les jours. On dira jamais assez, pratiquer. Pratiquer, s'ancrer, c'est tous les jours. Ouais. C'est pas, voilà, non mais c'est bon, je me suis ancrée pour 15 jours. Alors, je te le place, mais depuis justement tes travaux et ton ouvrage sur les passeurs, j'entends du P de partout, la lettre P. Tu avais fait justement cette belle démonstration et dans ce terme de pratiquer, on a encore cette lettre P qui vient. C'est une obsession ou qu'est-ce qui se passe? Tu m'as transmis un truc là? Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas une obsession. Alors moi, oui, peut-être, je suis obsédée par les lettres parce que voilà, j'aime bien ce terme, les lettres de lettres, toutes les lettres, alors que ce soit les lettres hébraïques, enfin peu importe, et les signes ou les symboles, dont les passeurs raffolent, quels qu'ils soient, qu'ils soient un peu plus perchés ou peu importe. Les lettres, en fait, c'est une vibration. Donc chaque lettre, et donc dans notre identité, on a plein de lettres. Donc sur toutes les lettres, chaque lettre est dans sa dualité et en même temps dans un tout.
Et donc, c'est ce qui fait partie notamment de la langue des oiseaux, mais qui n'est pas appréhendé de façon mentale, où on veut tout décoder, ah oui, ça veut dire ça, etc. Mais c'est qu'à un moment, on sent cette vibration-là. Et c'est vraiment des véritables clés. Donc, j'avais utilisé la lettre P parce que justement, dans l'alphabet, c'est aussi une clé. Quand on regarde sa graphie, on peut l'attraper comme ça peut être une baguette magique, ça peut être un passe, ça peut être une épée. En fait, c'est la projection c'est la projection de la pensée, en fait, qui est créatrice. Voilà, et on va utiliser son verbe. C'est passionnant, mais c'est ce que je voulais te témoigner, te dire, mais depuis que j'ai entendu et reçu justement ton regard, ton décryptage sur les passeurs et sur cette lettre P, je dis, mais c'est pas possible, je suis devenue imbattable au Scrabble, donnez-moi du P, tout va bien. Ah oui, mais le R est génial, la lettre C est d'une richesse exceptionnelle, enfin voilà, toutes les lettres sont vraiment passionnantes, il y a beaucoup, et aussi justement, tiens, ça c'est une partie de la connaissance de soi, à travers notre identité, on n'a pas n'importe quel nom, n'importe quel prénom au hasard, au-delà de, je vais dire, voilà, toutes les Véroniques, ça veut dire ça, c'est pas du tout ça. C'est chaque lettre dans la façon dont c'est posé donne des indications qui sont juste énormes, déjà, rien que dans la connaissance de soi. Pour faire référence à ce qu'on disait initialement par rapport à ce changement vibratoire et ce changement de paradigme, on parle partout, tout le temps, de passage de la 3 à la 5e dimension, et c'est désormais sur toutes les lèvres. Est-ce que le passeur d'âme, il a un rôle prédominant d'accompagnant aussi, selon toi, sur ce terrain-là également ? Oui, c'est ce que j'exprimais aussi, voilà, avec ce passage, j'allais dire au niveau de l'humanité. Voilà, Philippe Guimand ou plein d'autres l'ont plus que plus exprimé entre les différents possibles. Bien sûr, et c'est pour ça qu'on en parle aussi de plus en plus des passeurs, parce que justement, j'allais presque dire c'est leur heure, c'est leur présent. En tout cas, dans cette vie-là, tous les apprentissages qui ont pu être faits, là, ils viennent se mettre au service d'eux et ils sont justement valeur d'exemple. C'est-à-dire en faisant leur travail, j'allais dire de façon intègre, d'être valeur d'exemple, c'est-à-dire de montrer le chemin pour faire ce passage là intérieur et de montrer que c'est possible. Et souvent, j'ai comparé les passeurs à des médecins généralistes, c'est-à-dire qu'ils sont là pour le maximum de personnes pour leur permettre et les aider à se révéler. Donc de révéler leur propre rêve ailé, c'est-à-dire déployer leurs ailes et que chaque unique puisse trouver sans non plus s'enfermer dans ça c'est ta mission de vie, ça c'est machin, parce qu'une mission de vie généralement c'est pas un métier, c'est des choses à apprendre en fait. Mais le passeur va être très très bon là-dessus pour aider, aiguiller. En fait, c'est comme si moins flatteur, ça pouvait être un agent de circulation. Mais c'est un agent de circulation cosmique quand même. Et donc, il va orienter vers les bonnes personnes et faire en sorte que j'allais dire, si on prenait les connexions neuronales, et le passeur, il va ajouter des couches de myéline pour que ça circule vachement plus rapidement. Et il va voir exactement tous les endroits pour que justement, ça aille de plus en plus vite. Donc les passeurs, oui, ont véritablement un rôle à jouer. C'est pour ça qu'on en parle plus aujourd'hui, pour justement être dans ce que j'évoquais tout à l'heure, dans ce passage au nous, c'est-à-dire que ils ont cette conscience-là. Ils ont généralement, alors je disais au niveau numérologique, beaucoup de 1 et beaucoup de 9, donc qui sont les extrêmes opposés et en même temps qui sont très proches, le 9 et le 1. Quand on revient, c'est d'amener du neuf, du nouveau, d'aller sur des nouveaux paradigmes, d'accepter de pas savoir pour retrouver et pour aller dans le 1, c'est-à-dire une nouvelle unité. Et donc de rentrer dans ce 5, 5e dimension, ce 5 qui est le chiffre parfait de l'équilibre. Vous voyez bien que c'est la structure plus le cercle en bas et qui bouge en permanence. Mais c'est unifié et c'est je le dis souvent, la 5e lettre de l'alphabet, c'est le E de équilibre, le E qui est libre, l'être qui s'est libéré. C'est-à-dire c'est plus la personnalité, mais on peut commencer à discuter vraiment d'être à être. Donc dans une dans une authenticité. Sans plus cacher, et c'est tout l'enjeu de l'ère du Verseau, l'information qui se divulgue, on a eu Internet et puis ça va de plus en plus vite. Aujourd'hui, on va de moins en moins pouvoir cacher les choses. Tout se sait à un moment ou à un autre. On peut plus s'inventer ceci ou cela. Donc ça oblige en fait à tomber les masques de plus en plus et de plus en plus rapidement. Et le passeur, il est là pour montrer la voie et dire oui, c'est possible. Je l'ai fait. J'ai moi-même arrêté d'avoir peur.
en fait, de montrer ma vulnérabilité, de montrer que j'avais des capacités, que je n'en avais pas honte, que je l'assume totalement, que je prends mes responsabilités par rapport à ça, que je continue moi-même à travailler dessus, et que voilà, j'ai pas peur d'exercer aussi plusieurs métiers ou voilà, de s'assumer complètement en fait, de devenir voilà, de montrer le chemin dans ce sens-là et d'encourager les gens. Et un des moteurs principaux du passeur, c'est ça. Je le disais, je crois au début du livre, ce sont des piles. Les passeurs ont un moteur intrinsèque intérieur de motivation et ils ont cette capacité en fait à générer la lumière, ce qui fait que les personnes sont attirées et qu'elles se disent mais moi aussi je peux faire ça. Moi aussi, en fait, j'ai cette lumière-là et ça donne envie aux gens de « Ah ouais, moi aussi j'ai envie de ça ». Donc, ils font effet boule de neige, en fait. C'est un petit peu comme si, voilà, ils rentrent dans une pièce, ils disent « Tiens, la lumière est là ». Et puis, tout le monde dit « Ah, mais c'est génial, c'est vachement mieux avec la lumière, c'est vrai qu'on y voit plus clair ». Et bien, ils passent dans plein d'endroits et c'est comme s'ils allaient dans les rouages des systèmes en disant « Hop, ça y est, on libère, on met la lumière là-dessus ». Et c'est pour ça, notamment, je disais que les passeurs, c'était des détecteurs de mensonges. D'une certaine façon. C'est les premiers de cordée aussi, de ce que j'entends. Oui, des explorateurs, ce qui n'est pas toujours simple. Ah bah, j'imagine, et puis ça demande quand même, et ça nécessite une énergie assez folle. Hein. Oui, c'est pour ça qu'ils doivent vraiment en prendre soin, parce que malgré tout, ils ont une énergie au niveau énergétique assez subtil, parce que les corps énergétiques captent à donf, que l'énergie, elle est très très subtile. C'est pour ça que ils ont certaines fragilités qui sont quand même à prendre en compte. Et notamment, il y a un moment où beaucoup de passeurs supportent pas les excès, par exemple. Pour ce qui est de toutes les capacités entre guillemets, est-ce qu'on n'est pas tous passeurs d'âme quelque part initialement? On a tous des capacités subtiles. Quel que soit l'être humain, on a tous ces corps, on a tous ces enveloppes. Caractéristique du passeur d'âme, c'est que, il n'y a pas cet apprentissage-là. En tout cas, c'est présent assez rapidement. Alors, pas forcément avec une maîtrise du tout, mais en tout cas, il y a soit un troisième œil qui est bien ouvert, soit voilà cette hypersensibilité qui est là, qui capte les énergies, qui capte le bas astral, etc. Mais c'est là très tôt. Et c'est ça qui va permettre généralement aux passeurs de vouloir justement comprendre ce qui se passe. Et donc d'aller chercher la connaissance. Je veux comprendre ce qui se passe. Et il y a souvent intérieurement cette conscience que, déjà, on est tous interconnectés et reliés. Il y a presque pas de doute là-dessus. Et donc une perception de la loi de causalité qui est assez importante et une perception aussi de la loi de polarité qui est très présente aussi. Et donc, en fait, généralement, depuis tout petit, ils savent. Il y a cette connaissance intuitive qui est déjà présente, mais qui demande juste à être réactivée assez rapidement. Et c'est ça, en fait, qui va les motiver, parce que l'enjeu, ça va être justement de mettre quand même de la structure là-dessus, c'est-à-dire pas juste rester dans je sens, je capte. Mais concrètement, je capte quoi? Sur quoi ça se base? Pourquoi, comment, en fait? Donc d'y mettre de la sagesse, c'est-à-dire c'est pas la toute vérité de je sens. C'est je sais et je sens. Les deux vont ensemble. Pas l'un sans l'autre. Pas l'un sans l'autre. Il y a une phrase, je reprends encore, je recite Aruna Lipchik, mais j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Elle dit ce que je sens est vrai, mais n'est pas forcément véridique. On a un exemple aussi un petit peu particulier. Alors là, on va parler des animaux. Il y a ce chat qui s'appelait Oscar, parce que je pense qu'il est mort depuis. Dans un hôpital en Angleterre, je crois, j'ai plus le nom de la ville. C'est un cas qui a marqué énormément de gens, y compris dans les médias. Le chat allait se poser sur le torse des patients 1 heure avant qu'ils décèdent. Et il l'a fait littéralement avec 28 patients. Donc c'était un chat qui squattait dans le hall d'entrée initialement, et qui est parti annoncer la mort. Alors c'est le chat un petit peu de malheur quelque part, mais c'est assez le compagnon, perturbant. c'est le soutien. Oui, c'est un soutien. Alors est-ce que c'est un passeur d'âme lui aussi? Alors là, voilà, il y a. Alors on se perche un peu là, Valérie. Oui, alors je suis juste en train de voir sous quel angle on le prend, parce que évidemment le chat fait partie du règne animal. Qui dit fait partie du règne animal, donc la différence avec un être humain, incarné, c'est qu'il y a un corps subtil de plus. Mais un animal a un corps mental, déjà. Donc il a tout à fait cette capacité, en tout cas, et de faire cet accompagnement. Je reprendrai juste, on peut lui mettre l'étiquette de passeur. Il joue son rôle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du règne animal, avant de passer au règne humain,
les animaux, on va dire, plus domestiques, beaucoup plus proches de l'homme, avant leurs prochaines incarnations sous forme, cette fois dans le côté humain. Comme ils sont très proches des êtres humains, ils vont déjà commencer à adopter des comportements, j'allais dire humains. Beaucoup plus humains, comme les chiens d'aveugle, etc., qui sont tout à fait capables de dominer leurs instincts pour protéger, etc. Donc, je le verrais plutôt sous cet angle-là et pas mélanger les choses. Un être humain est un être humain, un animal est un animal. Ça n'empêche pas, effectivement, on pourrait aller sur le côté de, ça peut être un guide qui vient et qui guide ce chat. Enfin, il y a plein d'autres possibilités, effectivement. Ça peut être aussi qu'il y a un passeur qui est là, qui est pas forcément dévoilé, mais qui travaille de commun accord avec cet animal-là. Après, les chats, très souvent, ils sont là aussi. On dit très souvent qu'ils viennent soigner quand il y a des énergies négatives ou des choses comme ça. Ils viennent absorber le stress. Souvent, ils se mettent d'ailleurs sur le plexus solaire à ce niveau-là. Parce qu'ils absorbent ça et ils aident souvent leur maître à se réguler, mais comme le ferait aussi un chien d'une autre façon. Parce qu'ils ont chacun leur mode opératoire pour nous aider. Oui, parce qu'il y a une symbolique, une mythologie aussi intrinsèque. Quand on parle de l'Égypte à l'époque, on avait par exemple Anubis avec une tête de chacal qui est le gardien des portes de la mort aussi, effectivement, qui vient effectuer une pesée à la mort. Mais bon, ce petit cas d'école, je voulais le voir avec vous parce que ça m'intriguait. Oui, après, il y a plein de possibilités vis-à-vis de ce chat. C'est-à-dire qu'il pouvait aussi tout à fait travailler de concert avec quelqu'un qui travaillait aussi dans l'hôpital et qui n'a pas forcément dit de la façon dont elle procédait. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens, j'en parlais tout au début, il y a beaucoup de personnes notamment qui sont en soins palliatifs ou même à l'hôpital qui, sans le savoir, font ces passages d'âme en fait. Et on peut très bien faire des passages sans en avoir conscience. Il faut le savoir. Le simple fait d'imaginer une personne proche qui est décédée dans la lumière. Oui. Est-ce que ça peut être une sorte de passage d'âme pour les novices ? Ça peut tout à fait, mais là encore, on va reparler de connaissance. Tout dépend de la capacité, du niveau de conscience de la personne qui fait ça. Et donc, sa capacité à poser l'intention, déjà, sa force de concentration et à tenir le champ. Donc, mais oui, par la visualisation. Après, il y a plein de rites de passage, alors, quel que soit après l'âge, mais il y a plein de rituels de mort, de prières qu'on peut faire, de visualisation qu'on peut faire pour accompagner la personne. Là, après, ça va dépendre des traditions. J'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur ce passage qu'on est en train de vivre et avec tout ce qu'il nous apporte et de toutes ces promesses là, parce qu'il y a quand même quelque chose de très allez, on a envie d'y aller, on aimerait pouvoir accélérer les choses, tu vois. Et tu l'évoquais justement dans une de tes conférences, les deux clés là, c'est l'énergie et la conscience. Là, à nouveau, le passeur, est-ce qu'il est déjà doté de ces clés ? Comment est-ce qu'il les met à son service ? Comment est-ce qu'il peut les mettre au service de l'autre et du collectif ? Sur ces axes-là, énergie et conscience. C'est déjà, j'allais dire, par ses compétences, premièrement, relationnelles, et d'être valeur exemple aussi dans la relation, donc amener de l'authenticité dans la relation, de l'intégrité, de l'intimité. Tu parlais de transparence justement dans cette authenticité, parce que là on utilise des gros mots connus par tous, mais je pense que c'est important aussi de rentrer dans les détails, parce qu'il y a tout ça qui est en train de se jouer, justement ce passage entre le mental et le cœur, cette authenticité. Peut-être préciser une authenticité en termes de vibration, en termes de fréquence. En termes de vibration, c'est-à-dire évidemment complètement aligné. Je peux prêcher plein de belles choses. Moi, je suis authentique, je dis ce que je pense. Dire ce qu'on pense, ça ne veut pas dire être authentique. Être authentique, c'est être complètement aligné sur les valeurs qu'on porte au plus profond de soi et qu'en plus, on a intégré. Donc, on peut manifester. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on peut être plein de bonnes intentions. Ça ne veut pas dire qu'on a manifesté les choses dans la matière, c'est-à-dire qu'on l'a expérimenté et prouvé. Oui, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure en disant, mais là, on tend de plus en plus vers cette ère où on ne peut plus nous mentir, les informations sont là. Et j'entends aussi au niveau individuel, on ne peut plus se mentir à soi. Donc c'est ça, voilà. Et c'est pour ça qu'on arrive, et là, toutes ces années-là, on est, on va entrer en année universelle 8, en 2024. Ça fait quand même, on va dire, depuis 2020 que ça commence à être chaud, on pense des étapes, avec bien sûr ce qu'on a connu, donc qui a ébranlé, qui a mis un stop, il fallait arrêter
l'accélération complètement faux-folle de surconsommation, etc. Ça n'empêche pas que, là, on pourrait se dire, on est revenu pareil, surconsommation, etc. Sauf que, ça y est, on est à nouveau refréné parce que, c'est bizarre, il y a une crise économique. Donc, on va moins, on réfléchit plus comment on va consommer, tout ça, mais vous voyez bien qu'il y a des trucs qui nous freinent. Cette année 2023 a été extrêmement éprouvante. C'était une année, comme on monte en vibration, action-réaction, loi de causalité pratiquement immédiate. J'agis, hop, tout de suite j'ai le retour, effet boomerang. Donc pour voir si je suis dans la bonne direction, pas dans la bonne direction. Et puis il y a beaucoup de choses qui sont remontées. Cette année, c'était un thème sur la relation. Donc beaucoup de relations intimes, de couple, de famille, de fratrie, d'amis. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que c'est marrant, ça corrobore énormément beaucoup de choses. Qu'est-ce qui te fait dire que cette année, c'était l'année de la relation, du relationnel ? Qu'est-ce qui me fait dire ça ? Déjà, j'allais dire ma pratique, que j'ai pu constater à travers les stages que j'ai menés dans les thèmes, au niveau collectif, après au niveau des soins, après en termes de réseau aussi. Je connais quand même pas mal de praticiens, etc. Et puis en entreprise, parce que c'est tout ce qui se joue dans les relations humaines. Et il y a certes le boulot, mais on voit bien que dans beaucoup d'entreprises, ce qui se joue, c'est la problématique relationnelle. C'est-à-dire que c'est plus des embrouilles de boulot, de qui a fait quoi, comment, machin, et puis je viens pas. Enfin, c'est comme s'il y avait un espèce de mélange. Avant, c'était très clair. Au boulot, c'était boulot. Puis les problèmes personnels, tout ça, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, tout est mélangé. Ouais. Tout commence à être mélangé et puis c'est oui mais ça me correspond pas, j'ai besoin de plus de ceci, cela. Il y a eu quand même un renversement du marché du travail. Depuis le Covid. Il suffit de parler à tous les DRH, ils se tirent les cheveux d'une certaine façon, plus les nouvelles générations qui arrivent en disant tu veux que je me tue pour ton entreprise ? Eh bien, passe ton chemin. L'intelligence artificielle qui vient mettre un coup de balai par-dessus. Exactement. Alors, ça aussi, grand sujet, l'intelligence artificielle. Beaucoup de peur par rapport à ça, parce que, effectivement, c'est super. Ça nous montre que le savoir pur n'est pas suffisant. Ouais. L'intelligence artificielle ne fait que reproduire. Donc, super, beaucoup plus de place pour le champ créatif. Et puis, chose, moi, que je trouve super de ce côté-là, bon, il y a plein d'autres côtés qui sont moins sympas, mais pour pouvoir utiliser une intelligence artificielle intelligemment, ça nous demande quoi ? De savoir poser des questions. De se poser des questions. Ouais. Non. De savoir se questionner, de préciser sa pensée, loi de la précision, de clairement énoncer où est-ce qu'on veut aller. C'est quand même tout le travail intérieur. Parce que le nombre de personnes qui savent pas ce qu'elles veulent, qui attendent toujours de l'extérieur de savoir, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller. Alors, cette année 2024, parce que c'est la toute première émission sur la chaîne de 2024. 2024, année en 8. Quelles seront, selon toi, les invitations, les choses à travailler dans ce mouvement-là ? On continue dans cette grande évolution, dans ce grand passage. Ouais. Alors, je vais déjà être très clair. Je parle simplement de perception et de ressenti, qui sont aucunement ni des vérités ni des prédictions. C'est vraiment important. En tout cas, moi, je suis pas dans ce cadre-là. Après, de façon très simple, cette année universelle, donc une année 8, c'est le symbole de l'infini. C'est un infini qui se redresse. Donc, j'allais dire, un infini qui était comme ça dans l'ignorance, dans l'horizontale, qui commence à aller dans sa verticalité. Le 8, donc assez parfait, qui montre aussi une dualité. Il y a un étranglement quelque part. C'est comment je passe de la matière et comment je remonte dans le spirituel, et que je m'entraîne à faire ce geste quelque part, mais dans mes corps, c'est-à-dire comment en permanence je m'adapte. Et donc l'année 8 vient chercher quelque chose de l'ordre de la maîtrise. Apprendre à maîtriser et pas rester dans quelque chose de superficiel, mais aller beaucoup plus dans l'expérimentation. Et c'est comme si la vie allait vraiment proposer des tests de réalité en permanence. Et donc le but, ça va être d'exercer sa conscience, de dire ok, quels sont les faits, qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça dit de moi, et est-ce que c'est aligné avec ce que je souhaite. Donc, c'est d'avoir une introspection beaucoup plus rapide, mais pas dans le sens je fais des introspections pour me caresser le nombril, pour me dire je me connais mieux, c'est trop bien. C'est concrètement comment Et donc, qui dit 8 dit adaptabilité. Donc, savoir en permanence être dans le moment présent. Donc, c'est un exercice en temps réel de savoir suivre le flot de la vie.
et pas s'arrêter. Donc, comme on l'a fait avant, en traînant la patte, en disant oui, mais avant, il s'est passé ça, c'est pour ça que je vis ça. Tu comprends, il m'est arrivé tout ça. Oui, c'est bien. Mais là, aujourd'hui, t'en fais quoi? Ce qui demande de prendre sa responsabilité beaucoup plus rapidement. Ok, donc plus que jamais, de l'instant présent. De l'instant présent, prise de responsabilité. Et puis, 8, c'est aussi question abondance. Donc, ça va être une année financière. De réalisation. Mais ça a trait à la conscience. Donc là, je vais citer David Icke, oui. Everything is consciousness. Excusez-moi pour mon anglais un petit peu pathétique, mais c'est un des sujets que tu veux aborder maintenant. De ce qu'on a pu comprendre, c'est un des sujets qui t'intéresse, puisque tu as parlé pendant très longtemps des passeurs d'âme, et maintenant tu aimerais remettre au devant de la scène le véritable sens, la véritable signification de ce qu'est la conscience. Et est-ce que le fait d'être conscient, à la fois d'être un humain incarné, mais aussi d'être d'une part divine, le fait de lier l'un et l'autre et de les conjuguer, de les marier au quotidien, ça sera justement, de ce que j'ai compris, l'objectif de cette année? Ça va être un des enjeux majeurs. En fait, on est quand même dans un grand cycle, c'est-à-dire 8, et puis après on aura une année 9. Et donc 2025 pour arriver dans un nouveau cycle. Et c'est là que les choses, j'allais dire de façon plus générale, vont se décider. On a pris un chemin, mais il va falloir poser les choses dans la matière, parce qu'il y a aussi des enjeux, on ne peut pas le nier, écologiques qui sont sans précédent. Il y a beaucoup de décisions qui vont être prises là. Politique aussi, est-ce que tu dirais oui, à tout niveau. Il va falloir prendre ses responsabilités pour de vrai là. Donc, on va avoir des tests par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut vraiment et pas qu'est-ce qu'on veut pas. C'est qu'est-ce qu'on veut vraiment. Où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, d'accepter de devenir un maître. De devenir son propre maître. C'est-à-dire d'être son propre guide et de s'empoigner avec la réalité. Dans cette année 8, le 8, c'est aussi un chiffre karmique. Ça, on n'aime pas entendre ce mot-là. Pourtant, c'est un chiffre karmique comme le 4, mais pas au même niveau. Le 4, on est dans la matière. C'est un chiffre karmique par excellence. Donc voilà. Là, on arrive sur des mémoires. Donc, il y aura, cette année, c'était déjà un bon avant-goût. Il y a beaucoup, beaucoup de mémoires qui sont remontées au niveau individuel. Donc, qui dit mémoire, c'est à plein niveau, c'est sur les différents corps. Il faut savoir que souvent, les gens, quand ils parlent de mémoire karmique, il faut prendre en compte générationnel en général. Oui, il faut prendre en compte tous les types de mémoires. Il y a beaucoup de mémoires déjà, en fait, la plupart, en tout cas dans un cadre plus thérapeutique, qui sont dues à la vie présente. C'est toute la vie avant de s'incarner, la vie intra-utérine, la façon dont on est, l'éducation, et puis bien sûr tout le transgénérationnel. Ça, c'est une partie qui touche surtout beaucoup la personnalité. Mais ensuite, il y a les mémoires. Alors là, c'est la vraie question. Alors, mémoire de vie antérieure, mémoire de vie parallèle. Si on prend en référence quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Sylvain Didlot, qui parle de transincarnation. Transincarnation, mais Jean-Pierre Garnier-Mallet, on parle de manière plus académique. Oui, si tu nous entends, Jean-Pierre. Réponds-nous. Ouais. Voilà, alors j'ai cité Sylvain, mais c'est des sujets qui ont vraiment leur importance, qui ont toute leur importance, justement, de porter aussi au public, d'élargir, parce qu'on sort justement de ce temps linéaire, donc ça devient logique et ça commence à être entendable, ce qui ne l'était pas avant. Mais déjà, de se considérer tout seul en tant que personne incarnée, c'était déjà compliqué. Donc là, commencer à prendre conscience et puis, vous imaginez bien tout le travail au niveau égotique de dire « Ah ouais, non, mais moi, je vais discuter avec mes autres vies pour leur dire, elles vont bosser pour moi, là, pour… » ça va vite, c'est moi qui fais le lien entre toutes les vies, pour leur expliquer où est-ce qu'on va. On peut vite s'égarer encore au niveau dans un ego spirituel, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais là, dans cette année 8, il va être question aussi, j'emploie le thème karma. Je viens de terminer un module entier sur le karma, pour une de mes formations où j'ai essayé d'amener toutes les approches, bouddhiques. Initiatique, pour permettre aux gens d'avoir du discernement et puis qui voient en fonction de qu'est-ce qui leur parle pour appréhender ça. Après, en termes de karma, si on prend juste ce terme-là, en fait, il faudrait mieux parler de mémoire en termes plus initiatiques, parce qu'il y a un karma de base, mais après, c'est que ce qu'on en a fait, et en fait c'est finalement des mémoires de comment on a traité les choses et on n'en finit pas de régler les pensées, les égrégores, tout ce qu'on a créé, de régler plutôt ces mémoires que le karma originel de base, sachant qu'on a aussi un karma de collectif. Et cette année 8, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va aller sur des mémoires collectives et on le voit déjà. C'est déjà en train de se passer, mémoire palestinienne, mémoire de différents peuples. On commence déjà à aller là-dessus. Donc un aspect eschatologique qui rejoint ces mémoires générales. Oui,
Donc voilà. Donc cette année 8 vont nous confronter vraiment à deux niveaux. C'est comment moi je suis et comment je participe au niveau de cette mémoire collective et que j'en prenne conscience. Et puis mes propres mémoires individuelles, liées certainement à ce sujet-là collectif. Mais comment je vais le régler moi? Et plus il y a des personnes qui vont pouvoir régler, conscientiser, plus ça va libérer voilà, au niveau collectif. Donc il y a un véritable enjeu. Et tu le disais, ça nécessite justement le discernement, devenir son propre maître. Est-ce que tu veux bien, parce que c'est juste délicieux, nous donner ta définition à toi de ce mot-là, maître? Oui, je dis souvent devenir son propre maître, ça veut dire la lettre M, c'est j'aime, aime, être. On devient un maître quand complètement on est devenu cette lettre M dans l'être. Et cette lettre M, c'est le miroir, donc je regarde les deux faces, c'est deux 1 qui se regardent, la lettre M, qui se tiennent la main. Donc c'est les deux côtés du miroir, j'ai embrassé mes ombres, mais aussi toute ma lumière, et c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et la lettre M, on voit qu'au milieu, il y a un V, il y a le vase, la coupe, le Graal. Et donc c'est comment en permanence, je fais passer l'énergie et j'accepte que la vie est comme ça, c'est-à-dire ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est l'inspire, l'expire, et c'est ce que je disais tout à l'heure à travers l'adaptabilité. C'est comment en permanence je suis, j'allais dire, et puis on peut plus rien mettre derrière, c'est je suis, mais dans le côté incarné, c'est comment je suis le flot de la vie. Et c'est pour ça que j'emploie souvent des termes comme qu'est-ce que la vie me propose là? Qu'est-ce que la vie est en train de me proposer? Et puis déjà, c'est une règle de base. Je regarde ce que la vie me propose, je saurai ce que j'ai demandé. Et non pas quelque part. Oui, parce que sinon on va continuer à se plaindre. Et là, ce qui est super intéressant, et pour ce début d'année 2024, ce qui est vraiment sympa de regarder, c'est ce qui a pu se préparer déjà au solstice. C'est vraiment de prendre ce premier mois de l'année, notamment, pour véritablement poser ses intentions. L'intention, c'est la base de la création, jusqu'à la manifestation. Et il y a une différence entre l'intention et des vœux et des souhaits, d'être riche, d'être ceci, d'être cela. C'est quelle est mon intention véritable. Et moi, j'allais dire en tant que passeur, c'est pas tout à fait juste, en tant qu'être de ce que je suis là, en tout cas dans l'instant, l'invitation que j'ai envie de faire, c'est se poser véritablement comment puis-je servir, mais servir au sens noble du terme, comment je peux honorer la vie, comment je peux honorer l'expérience que je suis en train de faire et qu'on est en train de faire tous ensemble. Voilà, pour sentir quel est mon chemin et quelle est ma juste place d'instant en instant, en fait. Donc, c'est d'apprendre à écouter ce qui est là. Et donc, on le voit, et le 8, ça va être ça, c'est d'être en réceptivité émissive, l'un dans l'autre. Avant, c'est j'agis, je réceptionne qu'est-ce qui se passe, et puis après, j'agis. Et là, ce qui nous est demandé avec le 8, c'est j'inspire et automatiquement, j'expire. C'est l'un avec l'autre, c'est l'un et l'autre. C'est pas l'un ou l'autre ou l'un après l'autre, c'est simultanément. Action-réaction, mais action-réaction, c'est plus dans la matière. Et là, c'est vraiment dans mon inspire, comment je suis inspirée et comment je l'expire, c'est-à-dire je l'offre au monde. C'est accepter de se détacher, ce qui s'est passé hier, c'est ce qui s'est passé hier. Et ça nous demande une simultanéité qui est pas forcément évidente. Ok, on a toute l'année pour s'y préparer, pour s'y entraîner, pour se muscler. Exactement. Mais c'est vraiment de poser vraiment en ce début d'année, quelle est mon intention? Qu'est-ce que véritablement j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce qui me met en vie? Valérie Jesper, et si vous étiez passeur d'âme. Donc on vous conseille son ouvrage, bien entendu également, vous pourrez avoir accès à des formations, la formation Intuition Conscience Intégrale est disponible. Valérie, est-ce que tu as une actualité éventuellement à nous partager pour ce début d'année 2024 ? Dans le souci justement d'être au service, suite au livre, il y a eu un oracle donc qui est paru sous forme d'oracle parce que le but du jeu c'était d'offrir un outil. De mettre à disposition un outil. Et à l'heure, les portes de la conscience, c'est ça ? Les portes de la conscience. Et en fait, ma contribution, c'était de pouvoir mettre à disposition de chacun un outil de conscience, véritablement, pour pouvoir investiguer et apprendre tout seul. Alors, apprendre tout seul, bien sûr, il y a des pistes à chaque fois pour chaque carte, donc tout est posé dans une vibration et il y a une vibration particulière pour chacune des cartes pour la laisser agir. Mais le but, c'est surtout d'apprendre, de se poser les bonnes questions et d'aller investiguer. C'est-à-dire que ce jeu-là, son objectif, c'est vraiment de permettre de faire un travail et de devenir son propre maître.
Et c'est un travail qu'on peut faire seul, qu'on peut faire en groupe. Enfin, voilà. Et je l'ai mis. Mon objectif, c'était de le mettre aussi à disposition, évidemment, des personnes qui accompagnent les autres, justement. Donc ça, ça fait toujours partie de mes actualités parce que c'est quelque chose, j'allais dire, qui m'est cher dans le sens où, pour moi, ça, ce sont vraiment des clés de passeur. Sur chaque carte, chaque vibration, tout à l'heure, on parlait de la responsabilité, on parlait de l'authenticité. C'est autant de thèmes qui sont développés, c'est-à-dire que mon objectif, c'était de prendre cette vibration des mots et de les visiter sous le côté, j'allais dire, plus sagesse et initiatique, mais aussi philosophique, dans l'art de tenir la question, d'apprendre et voilà, de pouvoir cheminer et d'avoir vraiment comme un soutien, pas à pas, pour investiguer mois par mois, par exemple, ou semaine en semaine, j'allais dire peu importe. Donc ça, c'est, enfin voilà, j'en parle parce que je suis convaincue que c'est vraiment un outil, enfin en tout cas les retours que j'en ai, qui peut vraiment, voilà, être au service. Enfin pour moi, ça c'est une contribution. Après évidemment, comme chaque année, voilà, moi je tiens aussi à continuer à transmettre. Et donc comment je développe mes capacités subtiles, comment je prends soin de mes corps, comment j'investigue, comment j'apprends à me connaître, etc. Donc il y a énormément de thèmes. Et ça fait partie, voilà, du nouveau cursus que je lance donc à partir du mois d'avril sur intuition et conscience intégrale, où on fait un vrai cheminement pour avoir aussi de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, on se voit en présentiel 3 fois 5 jours, donc 15 jours en tout, et se passer sur l'année, pour être que dans la pratique, apprendre à faire des lectures d'âme, apprendre à, voilà, cheminer, à connaître son identité. Donc, on va investiguer la langue des oiseaux, on va investiguer évidemment l'intuition, les lectures d'âme. Et puis, il y a tout des modules qui accompagnent ça, voilà, en ligne sur la connaissance pour savoir de quoi on parle très concrètement. Et voilà, et donc de bien comprendre déjà tous ces corps subtils, alors déjà comprendre tout le côté, j'allais dire, plus psychologique, sa carte intérieure, comment est faite la personnalité, les différents voilà, temps d'évolution de la conscience, mais bien comprendre ses centres énergétiques. Alors ça c'est les chakras, mais c'est pas juste voilà, c'est le 3e, c'est le 7e, je mets un peu de pierre comme ceci, un peu d'encens comme cela. C'est véritablement comment je les travaille, comment je peux analyser moi-même ou m'auto-tester de savoir où est-ce que j'en suis en ce moment, et d'avoir à chaque fois les outils pratiques pour pouvoir travailler ça. Donc plein d'outils très différents, corporels. Voilà, à chaque fois je suis vraiment corps, cœur, tête sur chacun des plans pour que la personne en fait elle est vraiment voilà, toute une panoplie à sa disposition et en fonction de comment ça lui vit, d'utiliser les outils qui lui conviennent. Donc, notamment, voilà, il y a un module aussi sur le karma, sur qu'est-ce que l'âme. Enfin, voilà, on aborde toutes ces questions-là dont on a parlé, qui sont tous liés à la conscience. Grand merci Valérie, on vous donne tous rendez-vous dans la description, encore une fois, pour aller éventuellement jeter un petit coup d'œil et vous mettre directement sur le site, sur ton site officiel. Merci Tamara de nous avoir accompagnés, je sais que c'était une intervenante qui te tenait beaucoup à cœur aujourd'hui. Oui, merci Valérie. Un petit mot pour tous les passeurs en s'inspirant des clés que tu donnes aussi, donc pratique, persévérance, paix et partage à tous les passeurs qui nous écoutent. Merci infiniment Valérie, merci Rudy. Merci beaucoup. On vous donne tous rendez-vous encore une fois sur la plateforme Âme Dessine si vous êtes passeur d'âme en l'occurrence, mais pas que, praticien holistique ou quantique, faites-vous référencer si vous en avez le souhait. Également, on a mis en place le serveur Discord. La première émission, c'est très bientôt avec Jean-Jacques Charbonnier, et dans cette émission, il y aura une interaction avec vous, le public, vocalement ou à l'écrit. Vous pouvez nous rejoindre sur le serveur Discord aussi, n'hésitez pas, les liens sont dans la description. On vous souhaite un très très bon début d'année 2024 et on vous dit à très très bientôt.